L'écho des campagnes, la série qui met en avant des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens, des experts, des scientifiques et des industriels qui travaillent avec passion à la transformation de l'agriculture. Un podcast pensé et réalisé par Écosystème, entreprise qui accompagne les acteurs de l'agriculture dans leur transition agroécologique. Bienvenue sur le podcast L'écho des campagnes. Je suis Ingrid, agronome chez Écosystème. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Gaspard Koning. Bonjour Gaspard Koning. Bonjour. Nous sommes ravis de faire ce podcast avec vous aujourd'hui. Vous êtes philosophe, essayiste, romancier. Vous avez publié Humus en 2023, qui a eu le prix Interallié, et vous venez de sortir un essai nommé Agrophilosophie. Peu d'intellectuels ont traité des questions de l'agriculture dans son ensemble et d'agroécologie. Et donc, on voudrait savoir qu'est-ce qui vous a amené à travailler, à réfléchir à cette question d'agroécologie. D'abord, le constat est tout à fait juste, puisque quand j'ai entrepris l'écriture d'agrophilosophie qui s'intéresse en particulier au rapport des philosophes au sol ou aux choses agricoles en général, je me suis replongé un peu dans l'histoire de la philosophie. En fait, il n'y a pas grand-chose, il y a beaucoup d'écrits sur la nature, mais vu comme une entité relativement abstraite. En revanche, pour trouver des récits d'expériences sensibles dans l'histoire de la philosophie, expériences sensibles à la terre ou au vivant, il n'y a pas grand-chose. Par exemple, quand j'ai cherché des références sur l'humus, je n'ai rien trouvé avant la fin du XIXe siècle, où Élisée Reclus est, à mon sens, le premier qui parle de l'humus et justement de la force régénératrice de l'humus qui transforme la mort en vie, qui permet la succession des générations, alors que c'est quand même un objet extrêmement philosophique. Alors c'est pas étonnant si c'est à la fin du XIXe siècle, puisque c'est là qu'apparaît la pédologie, la science du sol. C'est là que Darwin aussi publie son livre sur les vers de terre, qui est son dernier grand livre. Donc on voit que l'intérêt commence à naître à cette époque-là, mais c'est sûr qu'avant, en fait, et encore beaucoup aujourd'hui, les philosophes sont des urbains, ont presque une sorte de, peut-être presque de mépris de classe, je dirais, pour la paysannerie, et s'intéressent beaucoup au ciel. Les références, les métaphores sont célestes, et ce qui est terrestre, en revanche, c'est plutôt les vices, les passions. Donc je suis étonné moi-même qu'il y ait si peu de gens qui s'y intéressent, alors que quand on découvre un peu cet univers, c'est extrêmement riche, y compris d'ailleurs d'un point de vue romanesque. Puis il y a 1000 histoires, il y a 1000 personnalités qui tournent autour de tout ça, et c'est plutôt réjouissant en plus comme sujet. C'est un sujet qui touche à la vie. Et après, moi, je suis tombé dedans, pour répondre à votre question, un peu par hasard. Alors, ma mère a toujours fait un jardin. Le seul livre qu'elle a écrit, Carnet d'un jardin, c'est un livre sur son jardin. Et elle fait un jardin, je pense, de manière très intense et intelligente, quoi. Elle a un vrai rapport au vivant. Mais peut-être un peu par réaction, je m'y étais jamais vraiment intéressé. Et c'est que maintenant, en fait, que je renoue cette conversation et que je lui demande à quel moment elle fait quel semis et comment elle couvre son potager l'hiver. Mais voilà, il n'est jamais trop tard. Et moi, je pense que j'ai vraiment vécu une vie d'urbain complètement déconnectée de tout ça pendant une bonne quinzaine d'années. Et puis, l'acmé un peu de cette période, c'est que j'ai fait un voyage sur l'intelligence artificielle. Alors là, c'est vraiment, on est à l'opposé, je pense, de ce dont on parle aujourd'hui. Parce que l'intelligence artificielle reflète aussi une passion de nos sociétés pour une forme d'intelligence, qui est une intelligence extrêmement analytique, et qui est totalement coupé du raisonnement biologique. Et vraiment, je suis sorti de ce voyage, de cette enquête autour de l'IA, c'était en 2018, assez tétanisé, quoi. Et j'ai eu envie de trouver un peu l'antidote à ça, en tout cas le contraire. C'est là que j'ai entrepris un long voyage à cheval à travers l'Europe, et ça, vraiment, ça m'a remis les pieds sur terre. Puis après, de fil en aiguille, je me suis installé en grande partie à la campagne, en Normandie, et près de ma jument en fait, qui était de retour à l'écurie. Et puis voilà, et puis après j'ai découvert les vers de terre, j'ai commencé à lire sur les vers de terre, je me suis dit mais c'est incroyable que personne n'en ait jamais fait un sujet de roman, enfin, ça n'a pas été fait avant. Donc déjà quand on trouve un sujet qui n'a jamais été fait, on dit bah faut vraiment sauter dessus. Et puis voilà, petit à petit, je me plonge complètement dans cet univers et je me suis aperçu à quel point, c'est un peu aussi le thème de l'agrophilosophie, l'humus, et le socle de tout. C'est-à-dire que quand on a un sol sain, un sol vivant, globalement, tout va bien. On stocke du carbone, il y a un écosystème en dessous mais aussi au-dessus. L'eau est propre, voire même d'ailleurs dépolluée par le sol qui a des fonctions de dénitrification et autres.
Et évidemment, la fertilité devient une fertilité organique, endogène, sans avoir forcément besoin de beaucoup d'intrants extérieurs. Et puis, encore une fois, l'humus a cette incroyable fonction métaphysique, puisqu'il décompose constamment. En fait, c'est une machine à manger, à décomposer, à décomposer le Lego de la vie dans ses éléments premiers pour qu'un autre Lego puisse être construit, et ce, indéfiniment. Et c'est finalement ce qui permet l'évolution. Cette destruction permet l'évolution. Ce que Aristote appelait la corruption et la génération. Les deux vont ensemble. S'il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de génération. S'il n'y a pas de sol, au fond, les cadavres s'entassent et finissent par boucher l'horizon, et l'évolution naturelle s'arrête. En fait, il est là pour retraiter en permanence. C'est pour ça que d'ailleurs Darwin fait du ver de terre le personnage le plus important de l'histoire naturelle. Il fait partie de la longue chaîne des champignons, des bactéries qui viennent manger en fait les corps organisés qui sont décédés, que ce soit les animaux mais surtout les végétaux, 99%, et qui donc permet le progrès. En fait, ça permet le progrès, et ça donne presque une temporalité en fait au vivant, à la vie sur Terre. Et puis quand on s'aperçoit aussi de tout de la masse qu'on a sous les pieds, que dans ces quelques décimètres de terre, il y a des milliards de milliards d'organismes. On dit souvent que la biomasse qui est sous le sol, qui est dans le sol plutôt, est largement supérieure à la biomasse qui est au-dessus du sol, que les vers de terre pèseraient plus lourd que tous les autres animaux mis ensemble, et qu'en fait on le connaît très peu. Il y a dans une cuillère de sol plus d'êtres vivants que d'humains sur Terre, et Marc Aurelius nous dit qu'on en connaît à peu près 1%. Enfin, on est au début, en fait, la science est à ses débuts, elle est balbutiante par rapport à cette matière extrêmement complexe. Forcément, on dit, mais c'est fascinant, en fait, c'est un espèce de cosmos, un champ d'investigation intellectuelle et scientifique énorme, et qu'on a largement ignoré. Je pense qu'on l'a ignoré parce qu'on en a peur. Je trouve la Terre... ça nous rappelle notre propre finitude, c'est là d'où on est sorti et c'est là d'où on retourne, comme le disent à peu près toutes les grandes religions. D'où les débats actuels sur l'humusation, c'est-à-dire sur la possibilité de décomposer les cadavres dans de la matière, y compris les cadavres humains, donc dans de la matière organique, pour en faire au fond du compost. Donc c'est ce cycle-là de la mort et de la vie, il est assez puissant, mais il est aussi assez angoissant. Quand il décrit l'angoisse existentielle, Sartre prend l'exemple de la racine de marronnier. C'est pas un hasard finalement, c'est ce qui lui donne l'idée du néant, c'est ça, c'est une racine qui plonge directement dans le sol. Donc je pense que même en termes existentiels, il faut un peu s'approprier, apprendre à ne plus en avoir peur, apprendre à au contraire se réjouir de l'idée d'y retourner et donc d'alimenter à son tour la chaîne de la vie, mais ça demande de voir quand même le monde différemment, de s'extraire d'une certaine tradition théologique. Enfin, c'est tout un changement de paradigme en fait. Et en fait, avec nos pratiques, l'agriculteur qu'on a mené jusqu'à présent, on les a beaucoup appauvris, les sols. Quelle est votre vision de l'agriculture aujourd'hui ? Ça, j'ai pu constater effectivement que, suivant les différentes statistiques, la Commission européenne nous dit qu'on a 61% des sols européens sont appauvris. Là, il y a une étude qui vient de sortir en France qui dit que c'est 51% en France. Bon, enfin, on voit à peu près à l'ordre de grandeur. Et puis, il suffit simplement de prendre le TGV et de regarder les champs qui sont des deux côtés des rails quand on traverse les grandes plaines céréalières pour le voir à l'œil nu. C'est-à-dire que l'hiver, un champ tout noir avec des grandes flaques, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il n'y a plus de galeries de vers de terre pour que l'eau se draine naturellement. Et l'été, les grands nuages de poussière au cul du tracteur, c'est pas normal non plus. Ça veut dire que le sol n'a plus sa structure naturelle. Un sol qui sent mauvais, c'est un sol qui est en mauvais état, parce qu'en fait notre odorat il s'est développé aussi pour reconnaître la bonne odeur du sol. À l'inverse, un sol en bonne santé, c'est un sol qui nous donne à nous de la santé. On le reconnaît parce qu'il va générer de la sérotonine, il va nous rendre heureux. Il y a des neuroscientifiques comme Michel Levancuyen qui ont montré ça, comment les mécanismes biologiques qui font qu'on retire du plaisir grâce à l'odeur qui se dégage du sol. C'est le plaisir de jardiner par exemple. Et voilà, et en fait on se demande d'où ça vient, puis tout d'un coup, on a l'explication. Et donc tout ça pour dire que ces sols, on les a détruits je pense, par ignorance, par méconnaissance. Parce que justement, comme je le disais au début, c'est une science très récente, et que tant qu'on pouvait faire plus de rendement, on l'a fait, et qu'il ne faut pas s'en vouloir pour ça. Je pense que c'était peut-être
faut peut-être appréhender nos sociétés, l'évolution de nos sociétés, comme au fond les dynamiques des espèces dans l'évolution naturelle. C'est normal de faire des erreurs. Et ça correspond, et ces erreurs sont des solutions pour leur époque. Mais alors en revanche, ce qui serait très grave, c'est de ne pas les reconnaître, ces erreurs, et de ne pas en tirer les conclusions pour faire autre chose, faire différemment. Ce que je remarque, donc moi je suis évidemment très attaché à ce que... je pense d'abord que l'agriculture va avoir en tout cas une place politique absolument centrale. Qu'on entre dans un siècle physiocratique comme le fut le XVIIIe siècle, c'est-à-dire où on comprend que la richesse est d'abord et avant tout basée sur le sol. Sans ça, il n'y a rien. C'est Michael Gove, qui était ministre de l'Environnement, pourtant d'un gouvernement conservateur, celui de Boris Johnson, qui disait un pays peut survivre aux épidémies, aux faillites et aux guerres, mais pas à la perte de son sol. Voilà, c'est le premier. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus rien du tout. Donc, comprenant que les richesses partent de là, le sol va devenir ou redevenir un objet politique. Et je suis parfois un peu gêné en tant qu'intellectuel de parler aux agriculteurs ou de leur donner des conseils. Il n'y a rien de pire, évidemment. Alors, il faut d'abord le faire avec beaucoup de prudence et de respect pour ceux qui travaillent la terre, pour de vrai, si je puis dire, parce que moi j'ai un potager, mais j'en vis pas, donc c'est un luxe. Néanmoins, la terre et le sol, c'est le bien collectif ultime. Et donc, nous en dépendons tous. Et de ce fait, nous avons tous quelque part la légitimité en tant qu'assemblée des citoyens pour en parler, parce qu'un sol sain, c'est aussi notre santé à tous. On sait maintenant avec les analyses du microbiome et des microbiotes des sols et de l'intestin que tout ça communique. Et que donc, un sol sain, c'est vraiment le fondement même de l'intérêt général, quelque part. Donc déjà, voilà, est-ce qu'on a le droit d'en parler quand on n'est pas soi-même je pense que oui, même si je comprends que ça soit un peu irritant parfois. Et ensuite, ce que j'ai l'impression de voir en fréquentant un peu ce milieu et en étant invité à droite à gauche et en discutant beaucoup, notamment pour préparer mes livres, parce que quand je fais Humus, je rencontre beaucoup évidemment d'agronomes, je prépare la suite d'Humus qui sera Aqua, donc je rencontre beaucoup d'hydrologues. Pour agrophilosophie, pareil, j'ai fait pas mal de recherches et puis d'enquêtes sur le terrain. Ce que je constate, c'est que évidemment que ce sujet-là est en train fait l'objet d'une prise de conscience à peu près générale, qu'on peut plus considérer, que plus personne ne considère le sol comme un simple réceptacle, comme ça pouvait être peut-être le cas dans les années 70-80, où tout d'un coup on a l'impression que voilà, la chimie était la clé de l'avenir. Et que d'ailleurs la baisse des rendements depuis le milieu des années 90 illustre le fait que un sol qui s'appauvrit, c'est du capital qui disparaît. Et que donc, si on prenait au sérieux la question de la productivité, plutôt de la condamner par principe, on comprendrait que la productivité dépend aussi du capital, en fait. D'ailleurs, quand on calcule la productivité d'une entreprise, c'est un rapport entre son rendement et son capital. Et donc aujourd'hui, si on faisait un compte d'exploitation de manière rigoureuse, en fait, on prendrait en compte la valeur économique du capital, qui est le sol, et y compris de sa destruction éventuelle. Et donc on comprendrait que investir dans le sol, c'est aussi un raisonnement économique complètement valide. Et ça, je pense que et ça, de fait, les agriculteurs le perçoivent à différents niveaux. Mais j'ai pas le sentiment que la profession soit complètement divisée entre d'un côté des gens super bio qui font de la conservation des sols et de l'autre côté des gens qui détruisent. En fait, il y a une myriade d'options possibles. Et j'ai le sentiment que sur le plan intellectuel, le discours que je peux porter a déjà gagné. Personne ne m'a jamais répondu en disant « mais si la chimie c'est génial, il faut en faire davantage ». En revanche, je peux me répondre, c'est là, c'est pas possible, là, il n'y a pas les circuits économiques, les subventions de la PAC incitent naturellement à faire autre chose. Bon, donc il y a un problème de transition extrêmement fort, mais sur l'objectif à moyen terme, j'ai l'impression que, je dirais presque tout le monde est intellectuellement, assez d'accord. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le consensus scientifique a complètement bougé. L'évolution de l'INRA est assez spectaculaire, c'est maintenant l'INRAE. Et vous allez sur le site de l'INRAE, vous avez quasiment que des papiers sur la transition agroécologique. D'ailleurs, j'étais assez fasciné de lire
une fiction de Christian Huyck, qui est le directeur agriculture de l'INRAE, directeur scientifique, publié dans Déméter là, ces dernières semaines, où il imagine la France de 2050 passer en transition agroécologique, c'est-à-dire développant aux problèmes posés par la nature des solutions fondées sur la nature elle-même, ne rechignant pas d'ailleurs à mettre de temps en temps un drone désherbeur ou une plante modifiée par OGM, et expliquant comment, de manière extrêmement, je veux dire, scientifique et sourcée, mais en même temps en prenant en compte dans cette fiction tous les aspects du problème, comment on peut véritablement faire une transition complète sans perdre de rendement et en continuant, pour reprendre cette formule que je trouve totalement galvaudée et politiquement souvent désastreuse, nourrir le monde. Donc en fait, je pense qu'on n'est pas très loin, mais que la bascule, elle n'a pas été, elle nécessite à un moment donné une action politique, ne serait-ce que pour réorienter les politiques publiques et le système de subvention, et qu'il ne manque plus que ça quelque part, mais ça viendra forcément. Enfin, ça me paraît tellement le mouvement de l'histoire qu'il va finir par advenir. Tout à l'heure, vous avez mentionné que le sol, en fait, c'est un objet politique, que c'est un bien commun. Et en fait, je me pose la question de la place de l'agriculteur, du coup, dans la transition agroécologique, parce qu'à la fois, il travaille un bien commun, il est pris avec les injonctions politiques qui sont parfois contradictoires, les injonctions de la société parfois contradictoires aussi, la crise climatique qui est inquiétante et qui amène son contexte de production à changer. Comment est-ce que vous voyez la place de l'agriculteur dans cette transition, en fait ? Qu'est-ce que lui peut faire concrètement ? D'abord, c'est lui qui va tout faire quelque part, parce que c'est le premier à travailler cette terre, et donc tous les écolos des villes peuvent toujours hurler tout ce qu'ils veulent, c'est pas eux qui vont faire advenir la transition. Donc c'est à la fois un honneur, une responsabilité, mais je pense que la profession agricole, comme je le disais sur l'ère physiocratique, devient ou redevient absolument centrale dans nos systèmes sociaux et politiques. C'est pas parce qu'il n'y a plus que 3% d'agriculteurs qu'en fait c'est pas eux qui commandent l'ensemble de la chaîne. Maintenant, ce que vous dites est très vrai, c'est-à-dire qu'ils sont pris aujourd'hui. C'est une profession très adaptative, une profession qui s'est toujours adaptée aux désirs du consommateur, au contexte géopolitique, au changement de stratégie gouvernementale. En fait, ça va toujours très vite. Ils sont constamment en train d'essayer des nouvelles cultures, de transformer le produit en kéfir, si le consommateur maintenant veut du kéfir plutôt que du yaourt. Enfin, ils sont constamment en train de s'ajuster, en fait. C'est peut-être la profession la moins conservatrice de ce point de vue-là. Et en revanche, moi, ce que je vois vraiment dans cette profession, c'est justement la question des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce que la société veut d'eux. Vous voulez qu'on produise, vous voulez qu'on fasse des haies, vous voulez quoi ? Mais dites-le nous, on va le faire. Mais arrêtez de nous dire des trucs, d'un côté de nous subventionner à l'hectare, et de l'autre côté de nous imposer de faire tant de kilomètres de haies. Tout ça n'est pas... Enfin, nous, on fait ce que vous voulez, mais dites-nous. Moi, je me rappelle quand je faisais le voyage à cheval, une longue discussion avec un agriculteur qui était en bio, mais qui allait se préparer à se déconventionner, qui faisait des vaches laitières dans le Limousin, et qui était un taiseux. Et alors, quand on a un taiseux en face de soi, la seule option, c'est de se taire encore plus. Et puis à un moment donné, il s'est complètement débondé, il s'est mis à parler de tous ses problèmes. Et il disait exactement ça, il disait « Je ne comprends plus ce qu'on attend de moi ». Et par ailleurs, je comprends aussi complètement, pour avoir souvent, notamment logé dans les fermes, quand je faisais ce voyage, et quand on est vagabond comme ça à cheval, les gens vous racontent beaucoup leurs problèmes. Je comprends totalement, et je trouve parfaitement légitime, le discours des agriculteurs sur la pression normative. C'est clair qu'ils passent un tiers ou la moitié de leur temps à faire de la paperasse, et que eux qui ont en plus un sens de la propriété assez fort, un sens du marché, de l'indépendance, se retrouvent à être des fonctionnaires quasiment, à qui on dit quoi faire, à quelle saison, à quelle date, à qui il faut rendre compte, quel formulaire il faut cocher. Et cette pression normative est invivable parce qu'elle ne s'applique pas aux contraintes du terrain et moralement insupportable. Et souvent d'ailleurs, c'est dans les couples d'agriculteurs, c'est l'épouse qui se retrouve à faire toute la paperasse. C'est pareil dans les couples d'artisans. Et donc le coup des panneaux retournés il y a 1 an et demi, j'ai parfaitement compris. C'était assez intéressant. On marche sur la tête. C'est absurde, ça colle pas.
Maintenant, je pense que la mauvaise réponse à ça, c'est de dire il y a trop de mini-contraintes, trop d'intrusions, c'est pas grave, on va alléger les contraintes. Et c'est un peu ce que fait le gouvernement ces derniers temps, dire on va vous enlever les contraintes environnementales. Et ça, c'est vraiment mettre la poussière sur le tapis pour quelques années, mais ça laisse le problème entier. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que simplifier une norme n'est pas l'alléger. C'est tout l'inverse. Une norme très simple est une norme extrêmement contraignante, parce qu'on ne peut plus y échapper. Mais en même temps, elle est plus lisible. Donc, je vais prendre une expérience de pensée. Au début, je disais, en fait, il suffirait de dire en 2035 plus d'intrants chimiques dans les sols, comme on le fait finalement pour les véhicules automobiles, même si c'est remis en cause aujourd'hui. Et puis face à une contrainte aussi forte, on peut alléger tout le reste, voire même supprimer tout le reste, parce que pour arriver à faire ça, chacun va devoir trouver son chemin avec des zones humides, des couverts végétaux, des associations de culture, des jachères, des rotations, etc. Parce que ça sera le seul moyen pour y arriver, mais chacun pourra le faire à sa manière. Donc c'est quand même ça l'idée, c'est d'avoir un objectif extrêmement clair et extrêmement dur, mais ensuite par rapport à cet objectif, de laisser le marché, la profession, les expérimentations à l'œuvre. Maintenant, je trouve même que cette histoire de pas d'intrants chimiques, c'est déjà être un peu trop dirigiste. Parce que, après tout, comme le dit aussi Selos, un agriculteur qui est en agriculture de conservation des sols et qui a besoin d'un peu de glyphosate pour enlever les adventices, parce qu'il ne fait pas de labour, est peut-être plus vertueux pour le sol qu'un agriculteur en bio qui fait énormément de labour, énormément de mécanisation, qui fait énormément de carbone et qui finalement a des sols moins vivants. En tout cas, c'est possible. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est possible. Et donc finalement, c'est quoi le critère ultime ? C'est quoi la norme ultime qu'on voudrait pour l'agriculture ? C'est le sol vivant. Une fois que votre sol est sain, ça veut dire forcément que vous faites de bonnes choses, que tout va bien. Et donc, je pense que maintenant on sait mesurer, alors les instruments de mesure sont contestés, diffèrent, etc. Mais enfin, globalement, on s'approche d'une solution qui permettrait de mesurer, de s'accorder sur une mesure standardisée de la santé du sol. Et si on arrive à ça et qu'on en fait la norme, en disant, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez une seule obligation, c'est d'améliorer la santé de votre sol, que ce soit par des mécanismes fiscaux ou réglementaires. Je pense que là, on clarifie. On peut enlever énormément de petites normes insupportables, qu'on laisse une grande marge de manœuvre pour que chacun trouve le chemin qui lui convient, mais qu'on a été à l'essentiel, vraiment à l'essentiel qui est le sol vivant. Et après, globalement, les écrits des agronomes et les expérimentations qui sont faites aujourd'hui laissent penser que les rendements n'en souffriront pas, que les revenus auront plutôt tendance à augmenter vu la diminution des coûts fixes. En revanche, ça demande plus de savoir, ça demande plus de science, ça demande plus d'adaptation à son terroir, parce que ça sera des solutions moins standardisées. Donc ça demande une agriculture, au fond, plus intéressante, je pense, pour les agriculteurs eux-mêmes, mais évidemment avec un changement de paradigme, de formation, de système de subvention qui, là, nécessite aussi de la politique publique. Et en fait, cette approche-là, elle permettrait de garder la diversité des agricultures, en fait. Pour avoir une même fin, qui est la santé des sols. Exactement. Donc, y a des gens qui... Par exemple, j'ai lu le livre d'Hervé Guyère, Permaculture, sur l'expérimentation du bec et loin, qui est assez fascinante. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la condamnation du productivisme est tout à fait mal placée. Condamner la chimie, oui, c'est une chose, ou l'intensif éventuellement. Mais enfin, on voit très bien que les permaculteurs, leur rêve, c'est d'être ultra-productivistes, parce qu'eux, ils sont très contents justement de démontrer que sur 1 mètre carré, il faut pousser beaucoup plus de choses que leurs voisins en conventionnel. Et c'est normal, tout agriculteur veut produire. Donc l'idée, c'est pas de moins produire, mais de produire d'une manière qui n'affecte pas le sol et qui est aussi autonome que possible dans les intrants qu'on peut enfin, dans l'amendement en tout cas. Mais à la fin du bouquin, ils disent « Ah mais vous voyez, ça marche, donc il faudrait faire 1 million de micro-fermes en France. » C'est là que je dis « Mais non, ça c'est trop dirigiste. D'abord, c'est totalement irréaliste. Et ensuite, on peut imaginer des très grandes exploitations qui soient extrêmement saines. Et on peut imaginer des investissements, une logique capitaliste qui entretiennent de très grandes surfaces selon des principes extrêmement vertueux. Mais il peut aussi y avoir des micro-fermes. Enfin, en fait, il doit y avoir de la place pour tous les profils, mais avec cette fin commune qui est d'améliorer la santé du sol et puis bien sûr de continuer à produire différemment, mais à produire tout autant qu'aujourd'hui. Et en considérant cette fin-là, pour vous, quelle est la place en fait des autres acteurs, mis à part les agriculteurs, c'est-à-dire les coopératives, les distributeurs, les agro-industriels,
pour parvenir en fait à avoir des sols qui sont plus fertiles? Bon là, honnêtement, ça dépasse un peu mon champ de compétences. Je suis pas aussi tellement versé dans la politique publique agricole. Je peux donner un peu les finalités, j'imagine, mais le chemin, c'est pas à moi de le trouver. Ce qui est clair, c'est que pour que ces acteurs-là changent, d'abord, beaucoup commencent à le faire ici ou là, mais à un moment donné, je ne pense pas que ça puisse se faire de manière totalement, je veux dire, privée par la vertu des dirigeants d'entreprise. À un moment donné, ça doit passer, pour que tout ça passe à l'échelle, il doit y avoir une action politique. Ce qu'a fait Elir Pisani dans les années 60, quand il a fait la Révolution verte et qu'il a totalement transformé l'agriculture en une agriculture qui était encore largement de subsistance ou familiale, en une agriculture complètement industrielle, c'était de la politique. C'était la politique de De Gaulle. Ça correspondait à un souci de modernisation, de concurrence internationale, aussi comme on sortait d'une période de rationnement, voilà, de soucis d'abondance, de ne plus avoir faim. Mais il a fallu à un moment donné que le politique s'en empare. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas compter uniquement sur l'exemple, les initiatives privées, parce que la vertu personnelle ou l'éducation personnelle des gens pour accomplir cette transition. À un moment donné, ça doit passer par une vraie transformation politique avec justement une réorganisation du système de subvention, qui est éminemment politique, de la question quand même des tarifs douaniers, qui est une question, enfin en tout cas des tarifs douaniers, en tout cas des barrières douanières, une question politique, qui est la question politique par excellence, puisque les agriculteurs sont parfaitement légitimes à dire qu'on ne peut pas importer des produits qui ne respectent pas les normes qui s'appliquent eux-mêmes, c'est grotesque. Ça, c'est la revendication des clauses miroirs, qui est absolument légitime, et qui d'ailleurs reprend une certaine saveur maintenant que la question que la mondialisation est fracassée par la politique américaine. Donc si nous aussi on met en place des mesures de rétorsion, est-ce qu'on doit passer par les tarifs ou est-ce qu'on doit justement passer par ces barrières non tarifaires, mais au fond plus légitimes, plus intéressantes, et qui sont la condition de cette transformation agricole. Voilà, donc sur tout ça, et pour ensuite transformer la filière entière, je pense que voilà, il y a une action politique est indispensable. Et je suis alors là pour le coup assez étonné de voir que la dynamique que je perçois sur ces sujets au sein de la profession, et y compris dans les syndicats majoritaires, au sein de leurs adhérents, n'est pas du tout reflétée par la superstructure politique, qui au contraire va totalement en sens inverse et produit un discours que je trouve complètement obscurantiste et pas en adéquation avec le consensus scientifique de notre époque. Alors j'aimerais revenir sur une citation de vous que j'ai lue dans un des articles que j'ai recherché. Vous avez dit donc la définition de l'agroécologie, c'est une agriculture qui permet la productivité par l'écologie. Et en fait, ça amène à penser que cette transition agroécologique, en fait, elle pourrait être tout à fait consensuelle pour tous. Est-ce que vous pouvez un peu étayer ce sujet-là ? Alors pour moi, celui qui a vraiment conceptualisé l'agroécologie, sans dire le nom à l'époque, c'est Henri-David Thoreau, quand il écrit Walden. Donc Henri-David Thoreau, c'est un des écologiste de la wilderness américaine du milieu du 19e siècle, qui est célèbre pour s'être construit une cabane à côté du lac de Walden et y avoir vécu en relative autonomie pendant 2 ans, 2 mois et 2 jours. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que justement, Thoreau, il est en autonomie, mais il n'est pas en autarcie. Et donc, il est parfaitement... D'abord, il reçoit des gens. Il dit que dans sa cabane, il a une chaise pour penser, et 2 chaises pour l'amitié et 3 chaises pour la société. Et puis donc, il fait du commerce. Et il cultive un champ de haricots. Donc, il a diminué ses besoins de manière à avoir... à nécessiter assez peu de revenus pour vivre, mais enfin, il a quand même calculé de quoi il a besoin pour s'acheter du charbon pour son poêle, des petites choses. Et pour ça, il vend des haricots, donc il n'essaye pas d'être en autosubsistance, il est dans un système ouvert. Et donc il raconte comment il cultive son champ de haricots.
Alors il commence en disant, bon, moi je mets pas de cuivre, enfin de tout l'équivalent en fait des engrais ou des intrants en tout cas de l'époque. Mais il laboure. Et puis la deuxième année, il se dit, mais quand même ce labour m'a coûté cher. Et il dit, il tient ses comptes, c'est un vrai homme économique quelque part. Et il dit, bon, je vais essayer de me passer du labour. Donc là, il est en parfaite agroécologie quelque part, c'est-à-dire pas d'intrants, pas de labour. Et il dit, mais forcément, mes haricots, alors il doit sarcler, il sarcle 2 heures par jour, parce que forcément il doit désherber, peut-être qu'un jour il y a des drones qui le feront, pourquoi pas. Mais en tout cas, il dit, mes haricots, bon, ils sont bien, ils sont sains, mais ils poussent de manière un peu sauvage, donc il y en a qui vont à droite, à gauche, enfin ils ne sont pas en rangée parfaitement alignée. Et il dit, mais c'est parce qu'en fait, le type de culture que j'entreprends est une culture demi-sauvage. J'aime bien cette expression. C'est de la culture, donc évidemment, je travaille la terre, mais en même temps, je lui laisse une certaine liberté. Et il a cette phrase qui est un peu poétique, mais qui, moi, me parle. Il dit, je n'essaye pas d'imposer à la terre des haricots, mais j'essaye de transformer la terre de manière à ce qu'elle s'exprime en langage de haricots. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va convaincre la FNSEA, mais ce qui est intéressant après, c'est qu'il dit, mais d'ailleurs, au final, je gagne davantage en revenu net que le gros fermier d'à côté avec tout son endettement, toutes ses productions, toutes ses machines, parce que j'ai énormément diminué mes coûts fixes. Et ça, c'est quelque chose qu'a montré France Stratégie dans un rapport de 2020, que les exploitations qui avaient fait leur transition agroécologique, une fois passé le temps de la transition, finalement ont parfois des chiffres d'affaires qui peuvent baisser légèrement, mais des revenus, en revanche, par individu, à la fin de l'année, qui augmentent. Et donc le principe de Zorlo, c'est à la fois un principe philosophique, c'est-à-dire quel est notre rapport à la terre, comment on fait parler la terre, comment, tout en diminuant ses besoins, on reste ouvert au commerce, et comment aussi, économiquement, on y gagne. Et donc, il est clair qu'il nous donne un peu la clé intellectuelle pour réconcilier économie, écologie, agriculture. Et que aujourd'hui, si on veut appliquer ces principes à plus grande échelle, ça nécessite d'abord de faire des vrais calculs économiques sur les bilans des exploitations, ce que je disais au début, c'est-à-dire il faut prendre en compte, y compris, je veux dire, de manière comptable, la terre. Aujourd'hui, vous vendez 1 hectare, bon, alors il y a des différences évidemment, si c'est en pente, enfin globalement, c'est à peu près le même prix de l'hectare, indépendamment de la qualité du sol. Si on fait des diagnostics pédologiques comme on fait des diagnostics énergétiques pour les appartements et qu'on commence vraiment à prendre en compte le prix la qualité du sol dans les transactions, évidemment ça changera complètement la manière d'investir dans la terre et dans l'agriculture. Et ça de manière, je veux dire, complètement spontanée, sans qu'il y ait besoin de normer. Mais vous parlez beaucoup de politique, enfin du levier politique, mais j'aimerais bien savoir quel levier en fait le plus important pour sensibiliser à l'agroécologie et enclencher la bascule en fait. Je pense qu'il y a aussi un critère esthétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs, d'abord quand on fait de l'agriculture, on est immédiatement visible. Moi, quand j'écris mon livre, je peux faire toutes les erreurs du monde, écrire des paragraphes complètement déconnants, personne ne le voit, et puis après je vais le corriger, et puis à la fin, ce que je vais livrer au public, ça sera le résultat final. L'agriculteur, lui, il est constamment au vu et au su de tout le monde et de ses voisins, et donc il est soumis à une pression sociale très forte. Vous avez des agriculteurs qui font des champs par exemple en bio et qui disent « Ah oui, mes voisins trouvent ça sale ». Parce que c'est sale, parce qu'il y a des coquelicots, qu'il y a des bleuets, qu'il y a de la doche, et que donc c'est toutes les couleurs. C'était plus une mer jaune uniforme. Et en fait, nos yeux se sont habitués, je pense, dans la deuxième moitié du XXe siècle, à considérer le monochrome comme quelque chose de positif. C'est d'ailleurs c'est les tableaux de Delaunay, c'est les tableaux de Roscoe, c'est toute la peinture abstraite finalement. C'est aussi peut-être la manière dont on a organisé nos sociétés, de manière très cadrée, très bureaucratique. Tout ça, au fond, fait partie d'une sensibilité. Et donc c'est cette sensibilité qu'il faut rééduquer pour trouver que ce qui est beau, c'est pas le champ tout jaune, avec le ciel tout bleu au-dessus, c'est au contraire ce champ plein de nuances, comme on en trouve dans les gravures du Moyen-Âge. J'ai en tête une illustration des journées du duc de Berry, je ne sais plus exactement quel est le titre exact du livre, où on voit des paysans qui font les champs, et effectivement c'est des champs complètement multicolores, des champs en arc-en-ciel. Et donc, et c'est pareil par exemple pour les particuliers qui ont une pelouse. Aujourd'hui, la belle pelouse, c'est la pelouse totalement tondue, avec du gazon totalement uniforme, et tous les 15 jours, on passe la tondeuse.
Alors qu'on sait bien que pour la biodiversité, c'est catastrophique, puisque ça empêche les insectes de nicher, donc les oiseaux de se nourrir, etc. Moi, chez moi, je ne tombe plus, je laisse pousser l'herbe. Et effectivement, il faut rééduquer son œil pour trouver ça beau, parce qu'il y a des bouquets de couleurs, mais en même temps, ça fait des mottes, et en même temps, c'est pas égal. Donc, trouver que dans l'inégalité, dans la variété, dans la complexité, dans l'hétérogénéité, une source de plaisir et de contemplation esthétique, est quelque chose qui demande de transformer sa sensibilité, peut-être de se réensauvager un peu, pour reprendre les termes de Thoreau, et de cultiver un œil peut-être plus fin, en tout cas moins fasciné par le monochrome. Voilà. Donc, et au-delà même de ça, il y a dans cette bascule la nécessité pour... je vais le reprendre. Moi, je me rappelle avoir visité une exploitation dans la Beauce, alors voilà, très moderne, très productive. Et puis, j'avais discuté ensuite avec l'exploitant, qu'il fallait bien sûr pas appeler paysan, c'était l'exploitant, même plus que l'agriculteur, c'était le chef d'entreprise. Et puis, à un moment, il m'explique tout, il avait plein d'ordinateurs, il faisait tout très bien. Et puis, à un moment donné, je lui dis, j'ai une réflexion un peu naïve, je lui dis, et puis quand même, vous faites un beau métier, parce que vous respirez l'air frais, vous mettez les pieds dans les champs, vous touchez la terre, enfin voilà, des banalités. Mais lui, il était vexé. Il disait, ah non, mais pas du tout, moi je ne vais être pas dans les champs, c'est pas ça mon métier. Moi, je suis chef d'entreprise, et puis finalement, la terre, je la vois pas trop. Moi, je suis dans mon tracteur climatisé, et c'est très bien comme ça. Et là, je pense qu'on manque quelque chose quand même. Et que c'est pas être poète que de dire qu'il faut retrouver, comme le disait Élisée Reclus, qui est pour moi, qui est vraiment mon guide sur la question écologique, le sentiment de nature dans les sociétés modernes. Ce sentiment de nature, en fait, c'est lui qui vraiment nous fait changer nos manières de voir et nos comportements, au-delà même de la rationalité économique, ce qu'on appelle parfois aujourd'hui l'éco-sensibilité. Et c'est le même Élisée Reclus qui dit, et finalement ça conclut ma conversation avec cet exploitant, qui dit « Nous sommes vraiment devenus des êtres guindés et bizarres pour être honteux de se réjouir d'un rien. » Un rien, c'est-à-dire une odeur de champ. En fait, c'est en réapprenant à se réjouir d'un rien qu'on change notre regard et que petit à petit, en fait, tout ça commence à faire sens et que, in fine, on décide de changer de pratique. Et ce livre qui a été publié aussi en Angleterre, je ne vais pas me rappeler le nom, c'est la ferme c'est la transformation d'une ferme qui était totalement conventionnelle, et puis tout d'un coup, les exploitants opèrent une transition agroécologique assez radicale dans les années 2000, la ferme de Knapp, je crois, ferme de Knapp. Et tout ça part en fait de eux, c'était des vrais agriculteurs, c'était pas des bobos néo-ruraux, et tout d'un coup ils se rendent compte de l'intérêt de leur vieux chêne. Et ils font venir un agronome qui leur explique toutes les mycorhizes qui viennent se mettre autour des gènes, donc pourquoi la terre est plus productive autour. Et puis petit à petit, en fait, à partir de cette contemplation de leur vieux chêne tricentenaire, ils changent complètement de manière de voir tout. Et puis finalement, ils changent absolument tout dans leur exploitation. Donc il y a quand même le moteur de tout ça, c'est un moment esthétique, quelque part. Et voilà, je pense qu'on peut pas vraiment s'en priver, et que ça vaut pour les urbains comme pour les gens des campagnes, parce que vous avez des gens à la campagne qui n'ont plus de lien avec la nature, vous avez des urbains qui en ont. Ça dépend pas d'où on habite, ça dépend de ce qu'on y fait. Contempler un vieux chêne tricentenaire, je pense que c'est un beau mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup Gaspard Koenig. Merci à vous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Écho des campagnes. Pour découvrir et profiter de nos prochains épisodes, il suffit de vous abonner au podcast d'Écosystème sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt pour de nouvelles conversations sur l'agriculture.